The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Good afternoon to everybody in the courtroom. Le président, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le greffier, veuillez citer l'affaire. Le greffier d'audience, bonjour Monsieur le président, Madame, Monsieur le juge. Affaire IT 05-88-2, T, le procureur contre Zdravko Tolimir. Je vous remercie. Le président, c'est notre dernier jour de ce procès. Avant que nous ne nous rencontrions pour la dernière fois à la fin de l'année, Monsieur Tolimir, si vous avez besoin que l'on fasse une pause, faites-le savoir au juge de la Chambre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons entendre la fin de la plaidoirie de la défense pendant 15 minutes, suivi de répliques par l'accusation et de dupliques prononcées par la défense. Avant d'aborder quelques questions administratives, Monsieur Tolimir, vous avez la parole et j'espère que vous allez pouvoir respecter les 15 minutes prévues. Mais avant de commencer, je voudrais m'assurer que les sténotypistes et les interprètes ont bien reçu un exemplaire imprimé de la déclaration que vous allez prononcer. Je vois que Maître Gaïch confirme. Je suppose que cela est le cas. Donc, Monsieur Tolimir, vous avez la parole. Monsieur Tolimir, ce sera bref et nous allons pouvoir respecter le temps qui a été prévu. Merci, Monsieur le Président. Je continue là où je me suis arrêtée. Le commandant avait la possibilité de donner des ordres directement à tous les membres de l'état-major. J'en veux pour preuve la situation décrite par Keserovic, page 13925 à 13928 du compte-rendu d'audience. L'ordre relatif à Srebrenica a été reçu par Keserovic directement du commandant. C'est ce que l'on entend dans cette partie de sa déposition. Page 13956, Keserovic affirme de manière très claire qu'il était tenu de présenter un compte-rendu directement au commandant. Alors, le procureur, ou plutôt la pièce D143, nous permet de voir clairement qu'ils étaient déployés au niveau de la zone de combat et j'entends par là les officiers de rang supérieur, des officiers du renseignement et la sécurité, Keserovic, de l'administration chargée de la sécurité et Stankovic de l'administration chargée du renseignement. Donc on voit tout à fait clairement que Tolimir ne pouvait déployer personne directement dans la zone de combat. Il ne pouvait pas non plus leur donner d'ordre directement. Il est tout à fait clair que si vous penchez sur la situation par rapport à l'ensemble des autres officiers qui étaient déployés aux lignes sur la ligne de front. Donc, c'est une conclusion tout à fait erronée que d'affirmer que Tolimir pouvait donner des ordres. Lorsque une opération était en cours, seul le commandant de l'opération en question avait cette possibilité-là. Autrement, le système de commandement et de l'unicité du commandement se serait effondré. Dans leur mémoire en clôture, l'accusation affirme que Tolimir était tenu de faire en sorte que les prisonniers de guerre de Srebrenica étaient traités avec humanité. Alors, premièrement, lorsqu'il s'agit de prisonniers de guerre à Srebrenica, Tolimir n'avait absolument aucune ingérence, que ce soit sur le plan de leur détention, de leur prise en charge ou de leur traitement. D'ailleurs, l'obligation de respecter les conventions de Genève, donc relativement au traitement réservé aux prisonniers de guerre, était une obligation qui
qui était celle de l'unité qui détenait ces prisonniers de guerre ou sous l'autorité de laquelle ils étaient détenus. Ptolémyre n'avait pas l'obligation, et ce n'était pas son obligation, d'assurer le transfèrement des prisonniers de guerre de Srebrenica, ni de s'occuper de chacun d'entre eux. À partir du 12 juillet jusqu'à la fin du mois de juillet, Ptolémyre avait des attributions relatives à la population civile et aux autorités de GEPA. Alors, la responsabilité sur les prisonniers de guerre relevait était une responsabilité qui revenait à l'unité qui les détenait ou l'unité à laquelle ces individus s'étaient rendus, ce que nous montre clairement la pièce D148, où il est affirmé que le soutien logistique relatif aux prisonniers de guerre est fourni par les organes chargés de la logistique et d'autres organes de l'unité ou des unités qui les ont placés en détention. L'administration chargée de la sécurité et du renseignement n'a absolument pas de compétence, pas d'autorité non plus de s'occuper de quelque manière que ce soit des prisonniers de guerre. L'accusation dans son réquisitoire affirme, et je cite, que Ptolémyre commandait et supervisait les gens qui avaient détenu et tué Palić. Fin de citation. Mais Ptolémyre était déployé sur le front de l'Ouest à l'époque où le témoin Pechanas, un témoin de l'accusation, a donné les noms de tous les individus qui le président, M. Ptolémyre, est-ce que vous pouvez lire un peu plus lentement? Vous lisez très rapidement. Reprise des débats. Donc, Ptolémyre était déployé au front de l'Ouest au moment où le témoin Pechanas a donné les noms des individus avec qui il est entré en contact avant la reddition et la détention de Palić. Donc, Ptolémyre n'était absolument pas là. Il était sur le front de l'Ouest où l'agression a été lancée contre la Republika Srpska, l'agression lancée par l'OTAN, l'armée croate et l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Vu que le procureur n'a pas et ne peut pas non plus avoir de preuves quant au fait que Ptolémyre ait pris part au meurtre de prisonniers de guerre de Srebrenica, ni qu'il ait été au courant de cela, l'accusation avance que Ptolémyre aurait commis un crime par manquement à agir, manquement de prendre certaines mesures, donc qu'il aurait fait cela dans le cadre de sa participation à l'entreprise criminelle commune. Et en avançant cela, le procureur se fonde sur le fait que Ptolémyre était commandant adjoint chargé du renseignement et de la sécurité à l'état-major. Mais cette thèse relève d'une pure conjecture et ne se fonde sur aucun élément de preuve. Premièrement, le procureur n'a aucune preuve, et d'ailleurs il ne pourrait pas en avoir, démontrant que pendant la période pertinente, Ptolémyre était au courant de l'existence et du déroulement de cette opération meurtrière, même si, malgré son gré, il se serait trouvé participant à cette opération. Parce que comment aurait-il pu décider d'y participer s'il n'était pas au courant de son existence? Et hier, nous avons vu quel a été le rôle joué par Ptolémyre dans le cadre de l'évacuation de la population de GEPA. Ptolémyre a escorté le convoi. Et quant à sa conduite à GEPA, nous avons entendu une déposition faite par Čarkić, qui a donné sa déclaration au bureau du procureur, pièce D 2019, page 19 en serbe et page 13 en anglais, page 21 en serbe et page 14 en anglais. Et je me contenterai ici de citer une seule phrase de sa déclaration, où il dit que du côté de Ptolémyre, et je cite, « Il n'y a eu aucun ordre, si ce n'est le fait d'insister sur le fait que rien ne devait se produire. »
Fin de citation. Alors, quelle a été la conduite de Ptolémée vis-à-vis des prisonniers de guerre? Quelles sont les consignes qu'il donne par rapport au traitement réservé aux prisonniers de guerre? Comment est-ce qu'il réagit face à ceux qui, pendant l'évacuation, ne se comportent pas correctement, font des choses qu'il ne faut pas commettre? Eh bien, on peut l'apprendre dans le document qui constitue une pièce à conviction P 1434, pages 3 et 4 en serbe, ainsi que pages correspondantes 5 et 6 en anglais. Le procureur a demandé à la Chambre de première instance de déclarer Zdravko Ptolémé coupable et a exigé une peine d'emprisonnement à vie. Sur quoi se fonde le procureur dans sa thèse? Le procureur se fonde sur l'idée que Ptolémé a été commandant adjoint chargé du renseignement et de la sécurité et que c'était ça le fondement de l'élément clé de la situation. Le procureur formule toute une série de suppositions, d'hypothèses, qui pourraient éventuellement déclencher une enquête, mais ne peuvent pas permettre à la Chambre de première instance de prononcer un jugement, et encore moins de condamner quelqu'un. Le procureur justifie sa thèse sur le fait que Ptolémé était un subordonné de Mladic et a reçu l'ordre de tuer la population de Srebrenica. Encore une fois, Ptolémé n'a jamais reçu un ordre, quel qu'il soit, de Mladic ou de Karadzic, le demandant de procéder au meurtre de prisonniers de guerre. Quelque chose qui ne s'est jamais produit ne peut pas être démontré comme s'étant produit, que ce soit ici-bas ou là-haut. Que ce soit devant les tribunaux humains ou célestes. La défense affirme que la Chambre de première instance devrait acquitter en l'espèce de tous les chefs d'accusation parce que l'accusation n'a pas réussi à démontrer que Ptolémé ait commis un quelconque des crimes qui lui sont reprochés, tel que visé dans la formulation du troisième acte d'accusation modifié pendant la période pertinente, et tout autre argument avancé par l'accusation avançant que Ptolémé aurait dû lancer une enquête, aurait dû s'assurer que des sanctions soient prononcées, est également sans fondement parce que aucun élément de preuve ne vous a été présenté permettant de voir que Ptolémé a été présent à la fin du mois de juillet, là où les événements incriminés se sont produits. Il était en fait en Bosnie occidentale. Qui plus est, on ne reproche pas les actes allégués à Ptolémé au titre de l'article 7.3 du statut du tribunal. On lui reproche cela plutôt au titre de l'article 7.1 du statut du tribunal, à savoir au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Le président Maître Gaïtch, vous devriez débrancher votre microphone pendant que vous avez des apartés. Monsieur Ptolémé, je vous remercie. Maître Gaïtch vient de me dire que, en fait, il y a eu une erreur sur la cote qui appartient à la déclaration de Tcharkic. Il s'agit de la pièce D217. Donc c'est tout ce qu'il m'a dit. Excusez-moi de ne pas avoir débranché le micro. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est tout ce que j'ai souhaité dire pendant la période de temps qui m'a été impartie. Je remercie les interprètes, l'ensemble du personnel
Et je vous présente mes excuses vu les problèmes de diction, d'articulation que j'ai effectivement. Merci. Much, Mr. Tully. Le président, je vous remercie. Monsieur Tolimir, votre plaidoirie est donc terminée et je vais donner la parole à Monsieur McCloskey pour sa réplique. For 30 minutes. Vous avez la parole pour 30 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Hier, le général Tolimir a déclaré que le 10e détachement de sabotage du 23 juin lors de l'attaque ne relevait pas de l'acte d'accusation. Et ceci n'est pas exact. Une attaque contre la population civile a commencé avec la directive numéro 7 au mois de mars. Et comme les juges de la Chambre sont au courant, une attaque n'a pas besoin d'impliquer un conflit ou un combat contre la population. Il peut s'agir d'infliger la famine, de rendre la vie insupportable, d'envoyer des obus et la présence de tireurs embusqués. Confère l'arrêt dans l'arrêt Kunarat au paragraphe 86. Notre acte d'accusation parle effectivement de bombardement et de tirs embusqués au paragraphe 60 et 38, et la responsabilité de Tolimir à cet égard. Des roquettes tirées à partir de l'épaule ont été utilisées lors de l'attaque qui constitue un sabotage, ce qui peut être représenté soit par un tir embusqué, soit par un bombardement. Ça dépend évidemment de la taille de l'objet en question. Cet incident fait partie du dossier en l'espèce et ne constitue une surprise pour personne. Il a également déclaré que le 10e unité de sabotage était placée sous le commandement du général Mladic et que cette unité n'était pas contrôlée par les services de renseignement et ceux de la sécurité. Nous avons bien sûr établi un peu plus tôt qu'il s'agissait d'une unité de l'état-major principal placée sous le commandement de Mladic. Mais nous avons également établi plus tôt que le général Mladic était bien sûr le commandant de l'état-major général et qu'en tant que tel, il n'avait ni le temps, et cela ne relevait pas de ses fonctions non plus, que de contrôler les unités particulières comme celle-ci. Et nous savons très précisément, d'après le colonel Salapura, qui était le chef de l'état-major principal, que c'était les services du renseignement, à savoir l'unité de Tolimir, qui contrôlait et gérait la 10e unité de sabotage. Pourquoi est-ce que le général a complètement écarté cette vérité-là? En ce qui concerne son ancien subordonné, je ne le sais pas. Enfin, c'est comme ça qu'il explique. Mais à mes yeux, cela est clair comme de l'eau de roche. He also, finally, Également, et finalement, il évoque le colonel Béhara après avoir mentionné dans son mémoire en clôture que Béhara n'était pas pertinent en l'espèce. Et il dit pour finir que Béhara n'a pas été resubordonné ou qu'il a été resubordonné au corps de la Drina en même temps que le colonel Yankovic. Et nous avons entendu l'argument selon lequel Yankovic avait été resubordonné au corps de la Drina. Et ceci est évoqué aux mémoires en clôture. Et j'ai évoqué pendant un certain temps les éléments de preuve afférents à cela, tous ces rapports portant sur l'état-major principal, les instructions fournies par l'état-major principal à son intention, les écoutes téléphoniques, les documents. Il est très clair que Yankovic n'a pas été resubordonné et que il parle de l'état-major principal, il rédige des rapports à leur intention, confère également la déposition de Momir Nikolic. Béhara a été resubordonné. C'est le 2e officier ou c'est un officier de haut rang et le second
le plus important au niveau de l'état-major principal, chargé des questions de renseignement et de sécurité, donc un officier de haut rang, et c'est inconcevable qu'il ait placé en qualité de colonel sous la responsabilité du corps de Ladrina en particulier, d'autant qu'il y avait peu d'officiers. Le fait que le général Tolémire était très occupé avec énormément de choses, encore une fois, ce que nous pouvons constater d'après les documents, les rapports, c'est qu'on faisait sans arrêt au fait qu'il fallait appeler le numéro 155, qu'on parle en fait des journées clés du 14 et 15 juillet. Il est clair qu'il n'a pas été resubordonné au corps de Ladrina. Mais je ne vais pas aborder le détail de tout ceci. Je crois que tout ceci figure dans le mémoire en clôture et vous êtes donc au courant. Et ceci n'est pas crucial eu égard à la responsabilité pénale en espèces, car comme vous le savez, nous avons consacré beaucoup de temps à vous montrer quelles étaient les responsabilités du général Tolémire en tant que chef du service chargé des renseignements et de la sécurité. C'est l'homme numéro 1 responsable de la supervision au plan professionnel des antennes chargées de la sécurité dans les régions dans lesquelles ils sont des experts, qu'ils soient placés sous son commandement ou non. Pour autant que ces hommes participent ou soient impliqués dans des questions qui relèvent de l'expertise de l'antenne chargée des questions de sécurité. Comme vous l'avez appris, il a cette responsabilité qui lui est dévolue par le biais des brigades, par le biais des corps et par le biais de l'état-major principal. Telles sont ses responsabilités. Alors, je vais, en quelques mots, parler de sa responsabilité eu égard aux crimes reprochés en l'espèce. Parce que nous avons une jolie déclaration du général Milovanovic qui, lors d'une réponse qu'il a fournie lorsqu'il parlait d'une situation donnée, voici ce qu'il a dit. À 14 243 à 14 244, l'autre administration placée sous Tolémire, l'administration, ou plutôt le commandement, était l'administration chargée des questions de sécurité, dirigée par le colonel Behara. Et leur tâche consistait à s'assurer que les informations d'ordre militaire à la disposition de la Republika Srpska et à propos de la Republika Srpska et de l'armée de cette dernière ne pourraient pas être divulguées à l'ennemi. C'est quelque chose que nous avons cité. Et là, il s'agit en fait de quelqu'un qui est le gardien de ce secret. C'est quelque chose qui a été fait de manière passive, en quelque sorte. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais c'est une partie active de ses obligations consistait à interroger les prisonniers de guerre, à utiliser la police militaire pour assurer leur garde. Et donc, c'est ce qui découle de des propos du général Milovanovic. Il s'agit d'un élément clé eu égard à la responsabilité en l'espèce, et c'est particulièrement pertinent et utile de le comprendre. Je souhaite également vous expliquer quel était l'essentiel de ses obligations lorsqu'il s'agissait de superviser. Il s'agissait non seulement de superviser ses propres hommes, mais ses différentes antennes qui lui étaient subordonnées. Et je vais vous citer deux pièces à conviction qui ont été présentées par le général Tolémire. Il s'agit de documents de l'ex-Yougoslavie. Le premier est le D00202. Et je vais simplement vous lire un extrait, un passage qui découle de l'article 29 au point 9. L'organe chargé de la sécurité est responsable de donner des ordres aux organes chargés de la sécurité, et ce avec expertise, à la police militaire, au commandement du corps, aux unités et aux autres unités de la GNA placées dans cette zone de responsabilité. Il s'agit ici des éléments clés d'organiser, de coordonner, de diriger leurs activités, leur fournir de l'aide et contrôler ce qu'ils font. Contrôler leur travail. Donc, alors je vais citer l'autre règlement
qu'il cite lui-même, D 00203, chapitre 2.18. Ceci date de 1994, l'autre règlement daté de 1990. Les organes chargés de la sécurité fournissent des services au plan administratif spécialisés à l'intention des organes chargés de la sécurité, des commandements subordonnés, des unités, des institutions, des états-majors, des forces armées leur fournissent de l'aide à ces organes. Encore une fois, les termes importants sont organisés, dirigés ou donner des ordres, coordonner, superviser leur travail. Encore une fois, il dit être à GEPA et qu'il n'avait aucun contact, aucun échange avec ces hommes ou ces antennes subordonnées chargées de la sécurité, ce qui n'est pas vrai. Il maintient cette supervision au plan professionnel sur ces personnes, même si BARA, pour quelque raison que ce soit, ait été resubordonné. Néanmoins, sa responsabilité au plan professionnel reste intacte. Et que ce soit sa responsabilité ou sa responsabilité de commandement. Et ça, c'est son travail. Il y a un terme qui a été exclu de l'expression supervision au plan professionnel, et c'est l'élément suivant, que les assistants des commandants sont également en charge de la mise en œuvre des ordres de leurs commandants, y compris de la manière experte dont ils doivent appliquer cet ordre. Un des témoins a cité cet élément d'expertise par rapport à la mise en œuvre de ces ordres. Un commandant, l'assistant du commandant chargé des questions de renseignement et de sécurité était un expert, et il fallait mettre en œuvre ceci par le biais de l'état-major et par le biais des antennes chargées de la sécurité de la VRS. Il n'a pas besoin de le faire lui-même, et cela ne doit même pas passer par lui une fois que l'ordre a été donné. Et ceci relève de la responsabilité des organes chargés de la sécurité, que ce soit BARA, Salapura ou d'autres individus. Lui, à son poste, est responsable de la mise en œuvre de ces ordres, ainsi que tous les autres termes qui ont été employés, comme organiser, superviser, contrôler. Il s'agit là de ces responsabilités inscrites clairement, et il ne peut pas simplement se défaire de cela en disant qu'il s'était rendu à GEPA. Je vais maintenant parler du général Tolimir qui a interrogé le général Skarbich sur cette même question le 30 janvier 2012 à la page 18555. Et M. Tolimir de dire ou a posé cette question. Vous vous souviendrez certainement du fait que Skarbich était un assistant du commandant chargé des questions du personnel, et que l'assistant du commandant contrôle les affaires conformément aux décisions du commandement, ou ces assistants sont-ils en droit de le modifier? Merci. Réponse. Ils n'ont pas le droit de les changer. Et ce qu'ils ne peuvent pas changer en réalité, ce sont les ordres des commandants, parce qu'une décision fait partie d'un ordre. Tolimir de répondre merci. Je vais répéter ma question. Peuvent-ils modifier les décisions ou ordres du commandant? Merci. Réponse. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent modifier ni l'un ni l'autre. Question, merci. Peuvent-ils contrôler les affaires ou les tâches afin de réaliser l'objectif visé par l'ordre du commandant? Réponse du général Skarbich. Il s'agit d'experts en matière de mise en œuvre des ordres du commandant et des décisions du commandant de la meilleure façon possible. Donc, nous avons ici le général Skarbich qui nous dit précisément quels sont les règlements et comment ils sont appliqués. Cela relève donc de sa responsabilité. Cela relevait de sa responsabilité en tant qu'assistant du commandant, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et cela relève de ses responsabilités, pas quelque chose qu'il peut simplement balayer de la main et dire que cela n'existe pas. Il s'agit de règles qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, et il ne peut pas simplement s'en débarrasser ou s'y soustraire.
One of the best examples Une des meilleures illustrations du contrôle exercé par Ptolémée au plan professionnel des antennes chargées de la sécurité du personnel, eh bien, c'est quelque chose que j'ai parcouru longuement. J'ai présenté les documents des 12 et des 13 et des propositions qui ont été faites et les différents ordres donnés à différentes personnes ainsi que différentes listes qu'il propose ou soumet à différents commandants. Mais je souhaite en fait que vous vous reportiez à la date du 16 juillet parce que, comme le général vient de le dire, nous disposons d'un ordre qui émane du général Mladic et qui est envoyé à Kacerovic pour qu'il prenne le commandement d'une opération de balayage qui est une tâche de combat et où le général Ptolémée se situe-t-il à ce niveau-là? En réalité, il conseille Kacerovic à ce sujet. Et d'après Kacerovic, Kacerovic s'entretient avec Mladic de la question, il revient vers lui et s'entretient avec Kacerovic. Mais l'élément clé ici dont il faut se souvenir, c'est qu'il, Ptolémée, donne des instructions à Kacerovic pour que ceci soit transmis à Jankovic concernant ce que Jankovic est en train de faire à Bratunac. Et Kacerovic est d'accord pour dire qu'il reçoit des consignes et qu'il doit s'occuper des musulmans blessés. Mais ces musulmans blessés sont des prisonniers. Sont des prisonniers à Bratunac et sont subordonnés. Et que d'après la ligne hiérarchique, c'est l'homme qui est sous lui qui va s'en occuper. Kacerovic va s'en occuper. Donc même à la date du 6 juillet, le général Ptolémée est à Tchernariaka en train de faire son travail. Il supervise professionnellement parlant Jankovic et il fournit des éléments d'information à Kacerovic sur l'endroit où se trouve le colonel Behara. Et il lui a donné plus d'informations que cela, mais c'est ce que Kacerovic a dû... C'est en tout cas ce qu'il nous a dit avant qu'on ne lui demande de se taire. Donc il s'agit d'une très bonne illustration de son rôle de supervision au plan professionnel et de la mise en œuvre des ordres que Mladic a donné à Kacerovic. Comme vous le savez, une opération de balayage. taking prisoners, and it did in this case. Correction de l'interprète, remplacer balayage par ratissage. Le témoin PW52, qui était un homme du MOUP, qui travaillait au niveau du commandement de l'armée, eh bien, sa déposition a été présentée en l'espèce, a parlé de cette opération de ratissage et ils ont capturé environ 200 prisonniers le 17 juillet. Et il n'y a pas de trace qui a été retrouvée de ces hommes-là. Nous savons simplement que cette opération de ratissage a eu lieu et qu'ils ont capturé 200 personnes. Donc 200 prisonniers. Et donc ceci est une question qui relève des services de sécurité. Vous savez certainement de l'écoute portant sur Kacerovic. Kacerovic a-t-il vu Momir Nikolic la matinée du 17? Donc Kacerovic est en train de se entretenir avec Nikolic. On ne sait pas à propos de quoi. Une opération de ratissage au milieu d'une opération meurtrière pour capturer les prisonniers. C'est pas très difficile de comprendre ce qui se passe. Nous savons également que le 17, 18 et 19 juillet, nous savons que Jankovic, en fait, était en train de chercher Ptolémée, donc Ptolémée, pour qu'il puisse l'aider à décider ce qu'il fallait faire des agents de Médecins sans frontières. Donc, très clairement, il était bel et bien en service. Il faisait son travail, il s'est quitté de ses fonctions le 16. On l'a conseillé, ou plutôt, c'est la personne qu'il recherchait pour obtenir des conseils, pour savoir que faire des prisonniers le 17 et le 18. Regardez la lettre, ou plutôt la déposition de Kacerovic et l'ordre. Il est absolument étonnant d'ailleurs que Kacerovic nous ait donné autant d'informations qu'il l'a fait. Mais il l'a fait et en fait, ce faisant, il dévoile en fait les mensonges du général. Alors, il y a deux moments absolument charnières. Il y a eu deux moments charnières hier. Dans un premier temps, le général obtient sa proposition. Il s'agit de la soirée du 13 juillet et il s'agit d'emmener dans le plus grand secret 800 musulmans à Siemet, cette exploitation agricole, cette ferme. Et en fait, bon...
ce qu'il fallait faire, enfin, il s'occupait donc ce qui le préoccupait, c'était la façon de les traiter. Il nous a dit qu'il ne savait absolument rien de l'opération de meurtre. Souvenez-vous qu'il y avait donc les victimes qui avaient été que l'on avait fait systématiquement descendre des bus. Juste avant qu'ils ne passent à Cladagne, ils ont été assassinés et tués pendant la nuit du 13. Les victimes de Yadar avaient été tuées, les 15 personnes ce matin-là. Il y avait donc dans l'entrepôt de Kravitsa 1000 personnes qui étaient mortes. Donc, la polémique à propos de ce qu'il fallait faire des prisonniers avait cours à ce moment-là. Et puis finalement, la décision qui fut prise, c'est Zvornik. Bon, je ne vais pas revenir à la charge là-dessus, mais Mladic, ce jour-là, le 13, était à Srebrenica. Allait et venait à partir de Kravitsa. Il y avait, bon, il s'est rendu à Konevich-Polier également. Behara se trouvait à Bratunac. Il y a également l'avocat qui a envoyé Nikolic, ou plutôt, il a envoyé Nikolic, je reprends l'interprète, à Zvornik pour qu'il s'occupe des prisonniers. Salapura, quant à lui, était à Novakasaba. Nous savons parce qu'à 10h15, il y a eu une conversation interceptée où il est question justement des prisonniers. Il a indiqué lui-même d'ailleurs qu'il se trouvait à Srebrenica avec Mladic. Nous l'avons vu d'ailleurs sur le clip vidéo. Jankovic, le 13, est à Potocari. Il est en train donc d'aider la police militaire ou de lui donner des ordres pour qu'il fasse le décompte des prisonniers qui ont été séparés. Donc, visiblement, ils sont en pleine organisation et mise en œuvre de cette opération de meurtre. Popovic, quant à lui, est à Bratunac, le long de l'axe routier entre Kravitsa et Konevich-Polier. Je ne vais pas vous rappeler ce que faisaient les officiers de sécurité des différentes brigades, parce que cela est très clair. Donc, nous savons que Tolémir était en communication, en contact avec tous ces gens, parce qu'il a reçu des informations à propos des milliers de prisonniers. Alors, on ne peut absolument pas imaginer que la personne qui est la mieux informée de la VRS, qui travaillait avec le corps de la Drina et qui se trouvait donc dans la zone de responsabilité du corps de la Drina, recevait des informations à propos de ces personnes, qu'il y avait eu tous ces morts et qu'il nous dit que pendant la soirée, lors de la soirée du 13 juillet, il n'était absolument pas informé de l'opération. C'est absolument impossible à envisager. Alors l'explication à propos de ce document est dit qu'il a essayé tout simplement de voir ce que faisaient ces gens. Mais il n'a jamais fourni d'explication à propos des travaux agricoles, du manque plutôt de travaux agricoles. Alors, il faut savoir que s'il était si préoccupé par l'endroit où logeaient ces personnes, pourquoi ne les a-t-il pas logées dans la zone de Rogatitsa? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas recommandé la prison de Rogatitsa? Vous vous souvenez, c'est un espace très, très large. C'était déjà une prison. Ils avaient mis une quarantaine ou une cinquantaine de personnes là-bas. Après, c'est un endroit où ces personnes auraient pu être logées. Ce n'est pas un endroit qui se trouvait... dont on ne savait pas où il se trouvait. C'était déjà, d'ailleurs, une prison. Et puis, vous avez, par exemple, le document du 14 août. Dans ce document, Behara communique avec Tolémir et il dit que justement dans cette prison, l'on peut y loger plusieurs milliers de personnes. Le problème, en fait, comme vous le savez, c'est que à Rogatitsa, il y a déjà eu la visite du CICR et il y a un millier de prisonniers à propos de un millier de prisonniers de la Serbie qui ont déjà été immatriculés par le CICR. Donc, le général Tolémir aurait pu tout simplement choisir cet endroit. Et, plutôt que de choisir cet endroit éloigné de tout. S'il avait véritablement voulu s'occuper du sort de ces personnes, il les aurait placées tout près de là où ils se trouvaient, car les prisonniers de guerre doivent être traités en toute humanité, ils doivent être protégés de toute violence, d'insultes, d'intimidation, pièce P 2482, article 210, réglementation de la RSF. Et il connaît son travail, il sait ce qu'il doit faire. Et puis finalement, hier, il y a eu un mensonge qui a été prononcé qui m'a véritablement, profondément bouleversé. Jusqu'au plus profond de moi-même.
parce qu'il a finalement réagi en parlant de la déposition de Todorovic, le chef de l'antenne de sécurité du corps de la Bosnie orientale. Lorsque Todorovic a témoigné, il avait été contacté par Tolimir, peut-être personnellement, et on lui a dit de prendre des mesures pour loger quelques 1000 à 1200 prisonniers à Batkovic en 24 heures, puis ensuite en 48 heures, peut-être sur une période de 3 jours. Mais regardez en fait l'intégralité de la déclaration. Il s'agit d'un entretien qui a été transcrit de l'année 2007, me semble-t-il. Et que dit-il à propos de cette déposition qui est si essentielle? Quasiment rien. Tout simplement, il se contente de dire que cela n'est absolument pas fiable. Et c'est tout ce qu'il dit. We looked at the record to see if Alors nous avons étudié le dossier pour voir si le général Tolimir a contesté la fiabilité de ce témoin lorsqu'il est venu témoigner, un témoin qui manifestement n'était pas un de nos amis. Vous vous souviendrez que quand il est venu témoigner, au départ il était question de 3 jours, puis de 4 jours, puis de 5 jours de déposition. Et nous nous sommes rendus compte que le 20 avril 2011, il y a une question qui est posée par le général Tolimir à propos de cet entretien de Todorovic avec l'accusation lorsqu'il a fourni ces détails ou ces éléments plutôt essentiels. Et voilà la question posée par Tolimir. Je cite, lorsque vous avez participé à cette audition, est-ce que vous avez répété et dit à maintes reprises que vous n'étiez pas sûr du moment, de la durée parce qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé depuis et vous ne pouvez peut-être pas être aussi sûr que cela à propos des dates. La réponse, oui. Question. Est-ce qu'il est possible que par la suite, des questions vous ont été posées, que l'on a insisté sur certains éléments et qu'au départ vous ne vous en souveniez pas et que de ce fait vous avez apporté certaines modifications à l'entretien de départ que vous aviez fourni à Belgrade? Réponse. Oui, en partie. Oui, mais l'essentiel, la grande partie de ma déclaration d'origine n'a pas été modifiée. Fin de la citation. Regardez la déposition de Todorovic, sa déclaration, c'est du solide. Ce n'est pas, certes, un ami de l'accusation, c'est un ami de Tolimir, mais c'est c'est un honnête homme qui a fourni, il y a quelques années, des éléments importants qui ne sont pas du goût de Tolimir. Ce qu'il dit en fait, c'est qu'il n'est pas sûr à propos de la date. Il s'agit, c'est une date après la chute de Srebrenica. Il n'y a eu, Srebrenica est tombé une seule fois lorsque la VRS est entrée dans Srebrenica et y a fait des prisonniers. On ne peut pas se tromper à ce sujet. On ne peut pas méprendre cette date pour une autre date. Mais qu'en est-il de ces dates? Est-ce que nous pouvons véritablement creuser un peu cela? La réponse est que nous le pouvons. Est-ce que vous vous souvenez du chauffeur du général Tolimir, Mile Micic? Il a témoigné à ce sujet. Il a témoigné qu'il a conduit jusqu'au corps ou jusqu'à l'endroit où se trouvait le corps de la Bosnie orientale et qu'il a conduit le général Tolimir dans les bureaux de l'organe de sécurité de la Bosnie orientale. Alors vous vous souvenez qu'il a dit qu'il était absolument sûr et certain que cela s'était passé le 12 juillet. Il n'était pas sûr de beaucoup de choses, ce témoin, mais c'est l'ami et le chauffeur de Tolimir. Mais il y a une chose dont il est absolument sûr et certain, c'est que cela s'est passé le 12 juillet. Est-ce que vous savez pourquoi il était si sûr que cela s'est passé le 12 juillet? Parce que le 12 juillet, comme chaque année, était la Saint-Pierre, la journée donc consacrée à la célébration du saint dont il porte le nom. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque part une justice. McCloskey. Lyrique. Le président, je vous remercie, Monsieur McCloskey. Monsieur Tolimir, avez-vous l'intention de présenter une duplique? Vous avez la possibilité de le faire et vous avez pour ce faire une durée maximale de 30 minutes, si vous le souhaitez.
Monsieur Tolimir, oui, bien entendu que je souhaite répondre. Je souhaite intervenir rapidement. Président, je vous en prie. Monsieur Tolimir, étant donné que je n'ai pas eu le temps de me préparer, je vais commencer par ce qui vient d'être dit en dernier lieu. Et je parle des dernières allégations, ou de la dernière allégation de l'accusation. Le procureur qui avance que Todorovic se souvient de tout. Moi, je me souviens également de tout. Et vous vous souviendrez peut-être que Todorovic ne se souvenait même pas qu'il était avec moi le 12. Donc comment se fait-il qu'il ne pouvait même pas se souvenir que je me trouvais avec lui le 12 alors qu'il se souvient du jour où je lui ai dit quelque chose? Lui-même nous a dit qu'il avait modifié sa déclaration après cette audition avec le procureur. Il a déclaré qu'il pensait avoir vu le document qui avait été signé par Milovanovic en 1993 et qui portait sur les prisonniers de guerre. Mais ceci étant dit, il ne se souvenait pas du moment ou de la date où ce document a été rédigé. Et puis soudainement, en 2007, il se souvient miraculeusement de ce qui s'est passé 10 ans après. Voilà pourquoi je maintiens et je continue à maintenir que cette déclaration est extrêmement ambiguë et qu'elle est très sujette à caution. Vous pouvez d'ailleurs lui donner l'interprétation que vous souhaitez lui donner à cette déclaration. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Deuxièmement, Todorovic a déclaré au procureur qu'il avait pris contact avec Tolimir. Mais comment est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il existe une preuve? Est-ce qu'il existe une preuve de ce contact avec Tolimir? Personne ne pouvait contacter Tolimir parce qu'il n'y avait pas de liaison téléphonique avec Agepan. Il n'y avait pas de téléphone à Agepan, il n'y avait pas de liaison téléphonique entre l'état-major principal et le poste de contrôle qui se trouvait entre les deux lignes de feu de la Fort Pronu sur la colline qui s'appelle Boksanitsa. J'ai voulu dire lors de ma plaidoirie qu'il y avait un téléphone, mais la ligne téléphonique, en fait, n'était active que jusqu'au poste de contrôle, que entre le poste de contrôle de la Fort Pronu et le poste de commandement avancé. Personne ne pouvait utiliser ce téléphone pour appeler la brigade, par exemple, parce qu'il n'y avait pas de centrale téléphonique à cet endroit-là. Donc, aucune information n'a été envoyée à Tolimir, à la ligne de front à propos de ce que Tolimir devait faire dans sa zone de responsabilité, parce qu'il avait des officiers qui le remplaçaient lorsqu'il n'était pas présent. Cela, d'ailleurs, est une pratique tout à fait courante. Lorsqu'un officier s'absente, un autre officier le remplace. Deuxièmement, le procureur vient de nous dire que j'avais cherché des logements pour les prisonniers de guerre. Ce n'est absolument pas vrai. J'ai envisagé des possibilités. Je leur ai dit, il est possible de les loger. Je ne me suis pas occupé à rechercher activement un logement pour ces prisonniers. Là, il y a une erreur d'interprétation lorsqu'il a été dit que je m'occupais du logement. Ce n'est absolument pas vrai. Je leur ai tout simplement dit qu'il y avait des logements et que ces logements n'étaient pas une prison. Il s'agissait de logements dans une exploitation agricole. Tcharkic, d'ailleurs, en a parlé de cela. Il y avait une unité de la brigade qui avait été cantonnée auparavant. Donc, cet endroit n'était pas une prison. Le procureur allègue que Jankovic s'occupait des prisonniers de guerre. Jankovic était chargé des contacts avec la Fort Pronu et les organisations internationales. Médecins sans frontières et la Fort Pronu et se charger de transporter ou transférer les prisonniers de guerre vers les lieux où ils voulaient les faire aller, et ils étaient en communication constante à ce sujet avec Jankovic. Tolimir, lui, ne pouvait que fournir des conseils à propos de ce qu'il fallait faire lorsqu'il a reçu ce document. C'est la raison
ou plutôt Jankovic a dit qu'il ne pouvait pas être en contact constamment avec Tolimir. C'est la raison pour laquelle Djuric m'a dit qu'il allait arriver le 16. Et Todorovic également ne pouvait pas le faire. Todorovic du corps de la Bosnie orientale et Salapura ne pouvait pas non plus le faire à partir de l'état-major principal. Pour ce qui est d'orientation professionnelle, de gestion professionnelle, Monsieur McCloskey a cité les règles qui figurent dans deux documents. Le document D00203 et D00201. 202. Alors, en matière de professionnalisme et de gestion et d'orientation professionnelle, de gestion, l'organe de sécurité donne des consignes professionnelles à ses officiers sur la façon de mettre en œuvre les méthodes de travail eu égard au travail des organes de sécurité. Mais il ne s'agit pas de commandement. La personne cette personne est la seule personne qui a été formée pour utiliser des méthodes de travail telles que par exemple des conversations interceptées ou l'interception de conversations et d'autres méthodes qui sont d'ailleurs utilisées également dans le domaine civil tout comme dans le domaine militaire. Je pense par exemple à la perquisition de bâtiments et à ce genre de choses. Il ne s'agit pas de tâches, il ne s'agit pas de devoir de commandement. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Tolimir ne pouvait pas superviser tout le monde. Et il ne pouvait pas superviser toutes les personnes qui étaient envoyées dans le cadre d'une mission, comme cela a été le cas pour Keserovic et Stanko, qui travaillaient dans des organes de mon département. Qui plus est, le procureur vient juste de nous dire que les organes dont j'avais la responsabilité supervisaient la police militaire. Nous avons entendu plusieurs témoins qui ont réitéré que la police militaire était toujours subordonnée au commandant et non pas à l'organe de sécurité. L'organe de sécurité ne peut que proposer leur utilisation et leur devoir s'arrête là. Les commandants sont les personnes qui supervisent la mise en œuvre des ordres et ce ne sont pas les organes de sécurité qui le font. Et qui plus est, à propos de l'attaque dans le tunnel, justement, M. Salapura a témoigné à ce sujet. Il avait dit qu'il n'y avait aucun civil qui avait été ciblé. Pour ce qui est de l'attaque dans le tunnel, la population civile n'a pas été prise à partie. Il s'agit tout simplement d'une démonstration de force quant à la possibilité d'entrer dans Srebrenica par ce tunnel. Tunnel d'ailleurs qui n'avait pas été utilisé depuis des années. C'était en quelque sorte ce n'était pas plutôt une attaque contre la population civile. Monsieur Salapura s'est vu présenter un document qui avait été rédigé par Ramiz Bečirović de la 28e division. Et il a indiqué à Nasserovic que personne n'avait été tué. Nasserovic était son commandant. Il était l'adjoint de Nasserovic. Et c'est pour cela qu'il lui a présenté un rapport à lui, son commandant, son supérieur. Telles étaient à peu près mes réponses aux arguments qui viennent d'être présentés par le procureur dans la dernière partie de sa prise de parole. Excusez-moi d'avoir pris la parole là, mais je devais bien réagir face à ce qui, objectivement, ne constitue pas la vérité. Je fais en sorte de toujours dire la vérité, car ceci n'est pas le seul tribunal devant lequel je serai appelé à répondre de mes actes. Je préfère toujours dire la vérité que de me trouver puni par le tribunal éternel. Donc, excusez-moi d'avoir employé un certain nombre de termes tels que déclaration mensongère ou inappropriée. Je me suis contentée de dire qu'en fait qu'il s'agissait d'accusations qui représentent de manière fausse et mensongère et déformée mon rôle et ma place dans les événements. Excusez-moi si j'ai parlé de mensonges. Chez nous, on a l'habitude de dire qu'il ne convient jamais d'avancer des allégations qui sont sans fondement ou qui sont mensongères. Donc, je ne me permettrai pas d'avancer des choses que j'ignore. Donc, je vous remercie. Je remercie les juges de la Chambre, les interprètes
Excusez-moi d'avoir parfois parlé trop rapidement ou peut-être d'une manière qui rendait la tâche difficile parce que j'ai des difficultés de diction. Que Dieu vous bénisse tous et que vous puissiez tous vous acquitter de vos missions conformément à la volonté du Seigneur, comme cela conviendra le mieux à nos âmes. Le Président, je vous remercie, Monsieur Tolimir. Il n'y a pas lieu de présenter d'excuses. Vous aviez tout à fait le droit de présenter vos arguments, tout comme l'accusation. En fait, c'était plutôt votre devoir dans le cadre de votre défense. Donc, vous aviez à nous faire part de l'ensemble de vos pensées, de vos arguments. Alors, nous approchons la fin de cette audience et je voudrais que l'on aborde quelques questions qui ne sont pas encore réglées. Question de traduction pour commencer. Nous avons reçu une communication informelle qui a circulé entre les parties et la Chambre sur un document où quelques doutes persistent quant à l'exactitude de la traduction. Il semblerait que c'est un point assez important. Nous vous avons bien écouté, Monsieur McCloskey, il y a 2 jours. Je voudrais vous rappeler votre devoir de tirer cela au clair avec le CLSS. Est-ce que vous pourriez peut-être informer de l'issue la partie adverse et la Chambre? Monsieur McCloskey, oui, Mademoiselle Stuart a pu s'en occuper aujourd'hui. Elle a dû s'occuper souvent de ce genre de choses. Nous allons pouvoir régler cela très rapidement. J'en ai parlé à Maître Gaïch. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, le CLSS a essayé, a tout à fait raison. Et j'ai essayé de suivre leurs consignes de la manière la plus proche possible. Le Président. Oui, j'ai vu cela. Il est important également que l'on tienne compte pour les mémoires en clôture et également pour le jugement. Nous allons tous devoir nous pencher de nouveau sur les éléments de preuve de l'espèce, tous les éléments présentés depuis 2 ans, et bien entendu sur les arguments oraux que nous avons entendus cette semaine. Alors enfin, un dernier point, j'ai une liste d'une quinzaine de documents que nous devrons aborder très rapidement. Les parties ont reçu cette information de la part de la Chambre, donc elles sont au courant. C'est notre dernier jour d'audience. Je vais rapidement parcourir la liste en question. Donc nous avons pour commencer la pièce D72. C'est en fait le greffe qui doit s'occuper de mettre à jour la feuille supplémentaire qui accompagne le document D72 et changer le statut de la pièce. La feuille qui remplace correction de l'interprète, donc document D72 et changer le statut à pièce à conviction. Je voudrais maintenant demander aux parties si elles souhaitent s'exprimer au sujet. Oui, si vous souhaitez vous réagir face à tel ou tel document, faites le D74. La défense a téléchargé une version ramassée de la traduction. Il s'agit d'un document de 26 pages, un D05 1349, qui remplacera la version originale, portant le numéro 1 D0107 87. Le document suivant, D76, le greffe devrait remplacer le document avec la pièce qui remplace la feuille qui remplace le document, puisqu'il s'agit d'un doublon de la pièce D16 et il convient de changer le statut du document. Il s'agit désormais d'une pièce à conviction. Pièce D234, document suivant, c'est une version également condensée de la traduction téléchargée le 11 juin. La défense a notifié la Chambre de cela le 21 août. Nous allons verser au dossier donc la version condensée, les 27 pages
et il s'agira du document. Donc, il s'agit du document ID 1D06 1656 qui remplacera la version originale 1D 04 1696. Document suivant D267. La traduction est à présent téléchargée dans le système. Elle a été téléchargée le 11 juin. La Chambre en a été informée le 21 juin. Donc, il ne s'agit plus d'un document MFI en attente de traduction. Il s'agit du document D267. Le document suivant, le document D290, la traduction a été téléchargée le 21 août. Le document est versé au dossier. La traduction du document D356 a été téléchargée le 27 février. La Chambre a été informée de cela uniquement le 21 août. Et à présent, le document est versé au dossier de l'affaire sous la cote D356. De manière comparable, le document D360, sa traduction a été téléchargée le 27 février. La Chambre en a été informée le 21 août et le document est désormais versé au dossier de l'affaire. Le document suivant, document D363, la traduction a été téléchargée le 27 février. La Chambre n'en a été informée que le 21 août. Le document est versé au dossier. Le document D364, la traduction a été téléchargée le 16 avril. La Chambre en a été informée le 21 août. Le document est versé sous la cote D364. À présent, j'aborde la question de la pièce P1000. La Chambre a rejeté ce document, donc n'a pas accepté qu'il soit versé au dossier de l'affaire par une décision qu'elle a rendue le 14 mai dernier, mais nous n'avons pas donné de consigne au greffe sur la manière à procéder. Le document devrait en fait recevoir une cote, mais ne peut pas être versé au dossier conformément à la décision prise par la Chambre le 14 mai. Maintenant, la question de la pièce P1001 qui subit le même sort. La Chambre a rejeté le versement de cette pièce le 14 mai et le document donc recevra une cote mais ne sera pas versé au dossier. Pièce P1369, la traduction a été téléchargée mais la Chambre n'en a pas été informée. Monsieur McCloskey, est-ce que vous pouvez confirmer que la traduction a été téléchargée? Monsieur McCloskey, oui. Oui, c'est le cas. D'après les recherches que nous avons faites, cela a eu lieu. Le président, très bien. Je vous remercie. Le document est versé au dossier. Il porte la cote P1369. Et enfin, le document P1617. Le bureau du procureur a fait savoir que ce document ferait l'objet d'un versement direct, mais l'accusation ne l'a pas fait. Finalement, par conséquent, nous allons changer le statut de ce document. Il s'agit d'un document qui a été marqué, mais qui n'a pas été versé au dossier. Et ce qui termine mon dernier point. Et pour terminer, au nom de la Chambre, je tiens à remercier toutes les parties intéressées. Nous approchons la fin d'un procès qui a commencé il y a 2 ans et demi. Nous avons entendu la déposition de 130 témoins. Certains d'entre eux sont venus déposer pendant plusieurs jours. Plus de 3000 pièces à conviction ont été versées au dossier. Près de 20 000 pages de compte rendu d'audience ont été écrites. Nous avons connu la procédure habituelle d'échange de requêtes, réponses et de décisions rendues. Notre procès a été long et
est difficile. Il y a eu des obstacles, des difficultés, mais tous ceux qui sont présents dans la salle d'audience ont apporté leur contribution, chacun et chacune à leur manière, pour faire en sorte que ce procès arrive à son terme relativement sans entraves. Permettez-moi de remercier mes collègues, M. Juge Mindoua, Juge Nyambé, pour leur coopération. Je tiens à remercier les deux équipes, l'équipe de l'accusation et l'équipe de la défense, de la manière dont elles se sont conduites et de la manière dont elles ont communiqué. En dépit de la longueur de ce procès, nous avons su faire preuve d'un esprit de collaboration et créer une bonne ambiance de travail. Je remercie les deux équipes de cet esprit de coopération pendant toute la durée du procès, d'avoir su travailler l'une avec l'autre et avec la Chambre. La Chambre a bénéficié de l'aide directe d'un certain nombre de nos assistants. Nous avons également bénéficié de l'aide de l'équipe Tolimir. Cette équipe s'est appliquée à sa mission, à son travail, a fait au mieux de ses capacités, nous a rendu notre tâche plus facile. Je tiens à vous remercier. Je tiens également à remercier le personnel du greffe, avant tout. Ensuite, l'huissier, le personnel du greffe, les sténotypistes, les interprètes, les traducteurs, sur le travail desquels nous avons pu nous appuyer, le personnel technique qui ont souvent dû intervenir pour résoudre les difficultés techniques que nous rencontrions, en particulier les agents de sécurité. Et j'espère que celui qui représente aujourd'hui ce service saura transmettre nos remerciements à ses collègues. Et je tiens à remercier également le personnel du quartier pénitentiaire, y compris le personnel médical, qui a pu nous apporter son concours, et en particulier à M. Tolimir pendant ce procès. Ainsi que je tiens à remercier également tous ceux qui, au sein du greffe, ont pu nous aider à tel ou tel moment. La contribution du personnel du greffe n'est pas toujours citée expressément. Or, je tiens à dire à quel point nous l'apprécions et nous l'avons apprécié. À présent, la Chambre doit se réunir pour le délibérer et le pas qui est devant nous est le jugement qui sera rendu. L'audience est levée.